Bonsoir à tous et merci de répondre présent au grand rendez-vous de BB24. En étant avec nous, vous avez donc choisi de vous informer sur le Bénin qui se développe. Ce soir, les plateaux vont tourner autour de la conservation de la feuille de menthe, de la sécheresse buccale, du roman policier de Wikipédia Bénin. Les détails après la météo. Allez, merci beaucoup à vous de nous rejoindre sur le grand rendez-vous. Ce soir, nous parlons bien sûr de la feuille de menthe. Oui, une feuille de menthe qui est aimée pour ses différentes utilisations et vertus. C'est une plante cultivée au Bénin et vendue, pourquoi pas, sur les marchés. Un maraîcher ce soir sur Monde Agricole pour nous donner les techniques de conservation de la feuille de menthe. La mauvaise haleine est un des indicateurs de la sécheresse buccale. La sécheresse buccale qui est une maladie de la bouche qu'on peut bien évidemment soigner. Suivez tout à l'heure le dentiste à Lacpini qui va nous décrypter le mal dans un instant sur nature et bien-être. Le grand rendez-vous est particulièrement Horizon Culture vous invite ce soir à la lecture du roman policier. C'est une littérature qui va vous plonger dans les réalités des flics, tout simplement. Alors, nous allons également ce soir parler de Wikipédia, Wikipédia Bénin particulièrement, pour permettre au Bénin, bien sûr, de s'ouvrir au monde. Ça fait partie, en tout cas, des choses qu'il faut faire pour davantage valoriser nos réalités et marquer beaucoup plus la présence du Bénin sur la toile. Voilà donc les différents plateaux à animer donc ce soir pour le compte de ce grand rendez-vous. N'oubliez surtout pas le journal qui viendra à 19h45 et qui vous sera présenté ce soir par Nadège Sani. Bonsoir Nadège. Bonsoir Sion. Très jolie tenue ce soir. J'aime bien sûr cela. Dites-nous déjà quel sera le menu du 19h45. Merci à vous, Assiom Gaba. On parle ce soir de la biodiversité. Pour marquer la journée mondiale de la biodiversité, la Direction générale des eaux et forêts et chasse organise des conférences, débats et visites de sites. Ceci pour sensibiliser la population béninoise sur la préservation de notre environnement. Au marché d'Antokpa, les commerçantes se plaignent de la mévente malgré l'abondance de la production de maïs dans les champs. Vous suivrez le constat fait par notre équipe de tournage. Et puis, un spécialiste nous donnera quelques conseils pour extraire le miel sans tuer les abeilles. Ce sera dans une interview réalisée par Gloria Oni. Ah oui, hein, extraire le miel sans tuer les abeilles, ça contribue, je dis, à la production durable du miel, pourquoi pas. Vous aimez le miel, vous, Nadège? J'adore le miel. Ah, ça...
vous me ressemblez. Alors, on a le même goût hein, à ce niveau-là. Merci beaucoup à vous. Vous n'êtes pas comme Estelle. Elle n'aime pas du tout le miel. Elle l'a dit la fois passée. Allez, en attendant, bien sûr, de vous retrouver à 19h45, nous allons ouvrir les plateaux à présent. Nadia Sifani, merci beaucoup pour les titres. On vous retrouve dans moins de 40 minutes, c'est ça hein? Merci à vous, Asiom. Estelle ne sait pas ce qu'elle rate. Ah oui, elle sait vraiment pas ce qu'elle rate. Il faut goûter le miel. Il faut aimer le miel, c'est ça. Allez, à présent, les plateaux, on commence par Monde agricole. Allez, bienvenue sur Monde agricole. Ce soir, ça parle de la feuille de menthe. Nous allons tourner autour de ses vertus, de son efficacité et surtout de la conservation de la feuille de cette plante, tout simplement. Nous allons d'abord suivre ce reportage présenté par Marcel Betoro. La menthe est une plante vivace herbacée aromatique. Elle est reconnaissable à son feuillage persistant et parfumé. C'est une plante facile qui s'adapte à des terrains lourds, frais et riches. Elle supporte bien le soleil, mais peut aussi s'installer à l'ombre. Il existe plusieurs variétés de menthe, à savoir la menthe poivrée avec son feuillage et ses tiges un peu sombres, la menthe orange avec des petites feuilles légèrement parfumées à l'orange, la menthe pomme avec ses feuilles un peu plus grosses et de couleur verte claire, et la menthe verte. La menthe est une feuille envahissante. Elle peut pousser jusqu'à 80 cm de haut. Pour éviter qu'elle ne se développe de trop, il est conseillé de la cultiver dans des pots. Mais une plantation en pleine terre est également possible. La récolte de la menthe se fait très rapidement sans détruire la plante. Elle peut être consommée frais, mais aussi séchée. En infusion ou en forme d'huile, la menthe garde sa propriété aromatique. Elle possède plusieurs vertus très utiles en alimentation et en médecine. Elle fait partie des ingrédients pour la cuisson de plusieurs repas. Alors, une question à présent, quels sont les différents types de menthe cultivées au Bénin? Oui, les variétés, bien évidemment, on en parle avec le président des maraîchers de Ruiro, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Charles Akapo. Merci à vous aussi. C'est un plaisir, vous êtes venu avec des feuilles de menthe et puis ça sent bon sur le plateau. Chers téléspectateurs, vous ne pouvez pas sentir, mais vous allez juste regarder et puis nous, on va sentir l'odeur sur ce plateau. C'est ça, hein, Marcel? Exactement ça, Asiom Gaba. La pleine forme ce soir. Ça va, je rends grâce à Dieu. Chez vous? Oh, ça va très bien aussi. D'accord, alors, super. il est question de parler de la menthe, parler des différentes variétés et surtout comment conserver cette feuille. Oui, nous avons promis toujours d'apporter un peu plus à nos chers amis téléspectateurs des astuces, surtout pour ces différentes plantes qu'on peut déjà utiliser chez nous à la maison. Et c'est le cas de la menthe justement aujourd'hui, la menthe que nous consommons assez, que ce soit au niveau des repas, au niveau des jus, au niveau des thés. Je pense que la menthe est quand même assez utilisée. Et ce soir déjà, nous allons voir avec M. Charles Akapo. Vous êtes maraîcher et vous produisez exactement de la menthe. C'est pourquoi nous l'avons sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, madame. Alors, dites-nous déjà ce que vous avez devant vous. On a deux variétés de menthe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différentes variétés que nous avons déjà là et ce que nous pouvons avoir aussi qui n'est pas sur ce plateau? Merci, madame, d'avoir invité sur ce plateau. Nous avons deux cultures, deux menthes, deux différentes sortes de menthes. Nous avons la menthe qu'on avait l'habitude de cultiver et c'est après que les Chinois nous ont amené ça. Pourquoi les Chinois? Les Chinois, ils aiment ça là parce que chez eux, c'est ça, ils ont l'habitude de cultiver. Okay. Et ils ont vu, à leur arrivée au Bénin, ils ont constaté que ça là, ce n'est pas encore chez nous. Okay. C'est de cela ils ont amené ça. Et maintenant, au moment où on a commencé à cultiver ça, les gens, les Béninois ont beaucoup estimé ça.
D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur justement ces deux variétés de menthe? Vous pouvez nous expliquer des noms et des caractéristiques? Bon, les caractéristiques, nous, on les appelle menthe seulement. Ça, c'est la menthe blanche et ça, on l'appelle menthe rouge. D'accord. Comme ça semble un peu rouge, c'est ça, on l'appelle. C'est surtout les tiges qui font que vous les appelez rouges. Oui, c'est les que tiges, parce que les tiges sont un peu rouges là. Voilà. Et Ici, l'odeur aussi est un peu différente. Ah, l'odeur. Oui, l'odeur est un peu différente si vous sentez. C'est plus fort. C'est plus fort que ça. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de Béninois préfèrent acheter ça là. Et c'est à la base de ça que les gens préparent beaucoup de choses. On dit sirop de menthe, sirop de. C'est avec la menthe rouge que ça se fait. Ça se fait. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ah, d'accord. D'accord. Alors, dites-nous, au niveau de la production de ces deux variétés, parce que dans le reportage, nous, on en a eu plus que deux variétés, oui. Mais déjà au niveau de ces deux variétés, est-ce que la production est la même? Bon, pour vous dire, la production est la même. Il n'y a pas une différence. La production est la même. Il faut préparer les planches comme d'habitude. Après avoir préparé les planches, il faut repiquer comme on a l'habitude de faire pour celles-là. Alors, si ce que vous avez en main là, est-ce qu'on peut planter et ça va pousser? On peut planter et ça va pousser. Il suffit d'arroser. Directement comme ça? Directement comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas avec les graines. Non, ça n'a pas de graines. Ça n'a pas de graines. Ça n'a pas de graines. C'est avec les tiges? Avec les tiges. OK. Oui, avec les tiges. Même dans les pots à la maison, oui. On peut mettre ça dans les pots et les matins, il faut arroser et d'un jour à l'autre, tu peux commencer à consommer. Il faut quand même avoir un peu de menthe sur sa terrasse. Là, le soir, oui. Vous sentez l'odeur. C'est super. Un beau matin, tu te réveilles avec l'odeur là, tu as la bonne journée. N'est-ce pas? Oui. Alors, nous allons parler aussi de la conservation justement de cette menthe-là, des feuilles de menthe. À Siongaba, au niveau des bonnes dames dans le marché, par exemple, on était à Akanri. Elles nous ont appris une technique pour conserver ces feuilles-là. C'est vrai qu'on aurait pu faire la démonstration sur le plateau, mais ici, le plateau ne s'y prête pas à la démonstration parce qu'on devait utiliser de l'eau et tout ça. Donc, on ne peut pas amener de l'eau sur ce plateau. Mais peut-être avec les téléspectateurs, nous allons essayer de partager cette manière de conserver les feuilles de menthe. Il suffit juste, quand vous avez les feuilles de menthe déjà comme ça, vous allez au marché, vous achetez les feuilles de menthe, vous revenez à la maison, vous déposez ces feuilles de menthe là dans un petit bocal, histoire de donner plus d'espace parce que là, c'est attaché. Dès que vous revenez, vous pouvez détacher et mettre dans un bocal. Et puis, vous avez peut-être un petit torchon, vous trempez. Le petit torchon, si c'est la journée, par exemple, vous pouvez juste poser le petit torchon trempé sur les feuilles de menthe. Et le soir, déjà vers 19h, comme c'est des plantes, c'est des feuilles, ils aiment le CO2. Donc, vous enlevez le tissu trempé, vous aspergez un peu ou vous arrosez un peu votre feuille de menthe avec de l'eau et ça permet de garder la fraîcheur, l'humidité au niveau des plantes, des feuilles de menthe. C'est vrai, c'est ce qu'elles nous ont dit. C'est vrai, ils nous ont dit la vérité. Et de cette manière, on peut conserver les menthes, les deux menthes que nous avons l'habitude de cultiver chez nous au Bénin. De cette manière, on peut conserver les menthes. Mais on peut aussi mettre ça, c'est pas directement à terre, c'est-à-dire dans un sol, Oui, on peut mettre ça dans un sol, mais la méthode dont les femmes vous ont dit est plus fréquente. Est plus fréquent parce que les feuilles, très rapidement, ça se sèche. Et il faut mouiller un petit pagne et couvrir et mettre un peu de l'eau. Et ça peut rester. Pendant combien de jours? 3 à 4 jours, ça peut rester. Ça peut rester sans s'assécher. Sans s'assécher. Ça garde en tout cas l'odeur. Ça garde, oui. Les vertus, tout le reste. Oui. Okay. Mais après ça, l'odeur, ça s'évapore un peu. Ah oui? L'odeur de la menthe s'évapore au fil du temps, c'est ça? Oui. D'accord. Mais déjà, moi, je veux savoir, est-ce que les feuilles de menthe sont à la portée de toutes les bourses? Oui, tu viens au jardin, même si tu vas à Ganri, tu vas à Saint-Michel, dans les marchés, même 100 francs, tu as déjà la menthe. Tu peux faire un petit thé si tu veux. D'accord. C'est à la portée de tout le monde. D'accord. Mais est-ce que vous, en tant que producteur, vous pensez qu'on peut vivre de la production de la menthe? Bon, la production de la menthe, il y a les périodes qui arrivent où ça coûte cher, mais des périodes qui arrivent où il y a la mévente totale qui s'installe. Au moment où nos frères musulmans font leur carême, en cette période, parce qu'ils aiment beaucoup les menthes, et ça coûte un peu cher.
Et la planche, nous vendons un peu cher la planche. D'accord. Voilà, en cette période. Et aussi, au moment des fêtes de fin d'année, ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher. Oui. Mais comment les femmes achètent la menthe? Est-ce qu'elles viennent acheter, elles viennent déterrer tout en même temps ou bien elles viennent couper un peu? Parce que si déjà 3 ou 4 jours, ça peut perdre sa fraîcheur. Est-ce que, puisque vous ne savez pas le nombre de jours que vous allez faire avant de finir la vente? La planche, ils viennent acheter très souvent la planche. Quand ils achètent la planche, ils viennent couper un peu et ils amènent au marché. Et c'est comme ça les bonnes dames font. Donc quand on achète la planche, on ne vient pas tout déterrer. Non. Tu ne peux pas venir tout déterrer en même temps. Alors, tu viens couper. Donc vous coupez et vous laissez les racines. Ça là par exemple, on a coupé. Et on a laissé les racines. Et on a laissé les racines. Qui vont repousser. Qui vont repousser après. Pour qui? Pour vous ou pour la commerçante? Non, la commerçante, lui, il a fini avec ça. Ah, il a fini. Donc le reste, ça vaut rien. Le La bien, plante vous appartient toujours avec les racines. Il faut mettre les fientes, mettre un peu de compost et commencer à arroser d'un moment à l'autre, 2-3 semaines. Tu as encore les feuilles de menthe qui poussent. Qui repoussent encore. Donc, en moins de, disons, dans une année, vous pouvez récolter les feuilles de menthe jusqu'à 6-7 fois? 6, au moins 7, sinon même 10 fois en une année. Et ça ne vieillit pas, la plante? Non, oui, ça vieillit. Ça vieillit au moment où ça met 1 an, 1 an et demi. Toi-même, tu constates que ça commence à... Ça ne donne plus trop de feuilles. Trop de feuilles et tu es obligé de déterrer et de reprendre la planche. D'accord. Mais ce que je veux savoir aussi, au niveau de ces 2 feuilles de menthe-là, vous avez dit tout à l'heure que c'est les Chinois qui ont importé. Et celle-ci, ça veut dire que cette menthe-là est en train de disparaître, c'est ça? Si les gens préfèrent consommer ça, ça veut dire que la menthe de chez nous même est en train de disparaître, c'est ça? Oui, bon, ça se disparaît un peu, mais aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes préfèrent prendre ça là que ça. Et même si tu viens dans les jardins, et tu demandes la menthe blanche, c'est rarement que tu vas trouver ça. Ok, d'accord. Beaucoup de personnes préfèrent ça. Ça a une très bonne odeur et puis c'est bon. On peut manger ça cru comme ça déjà? Bon, manger ça cru, il y a des gens qui mangent ça, ils prennent ça dans les légumes. Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Charles Akakpo. Je rappelle que vous êtes le président des maraîchers de Ruiho. Merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Nous retenons tout simplement sur ce plateau que la menthe, elle est vraiment aromatique, cette plante-là. Et la conserver aussi est très facile. Donc, chers amis téléspectateurs, plus de soucis à vous faire, surtout pour les dames qui sont chaque fois à la cuisine avec les feuilles de la menthe. Il faut juste mettre un torchon, couvrir la feuille de menthe et... Voilà, vous l'avez expliqué déjà. Et c'est tout. Et pratiquement, l'heure également est en train d'évoluer. Merci beaucoup. Merci également à vous, M. Akakpo. Merci, monsieur. À très bientôt. Allez, bien des choses à tous les maraîchers de Ruiho qui certainement sont à la maison et sont en train de nous suivre à présent. Nous allons nous rendre chez Yasmine, bien totalement dans un hôpital si vous voulez, ou bien chez le dentiste, voilà. Pas pour parler des dents, mais d'une maladie de la bouche, la sécheresse buccale. Nous parlons ce soir de la sécheresse buccale, une maladie de la bouche dont l'un des indicateurs est la mauvaise haleine déjà. Alors, donc, Issa Pini va nous décrypter tout à l'heure cette maladie de la bouche. On suit d'abord cet extrait, voilà, réalisé par Estelle Pazou. Je vais expliquer la mauvaise haleine par le fait qu'émane de notre bouche une odeur désagréable, vraiment pas intéressante. La principale cause, c'est l'hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire le nettoyage, le brossage des dents. Si le brossage est mal fait et que la langue n'est pas raclée les matins au brossage, c'est sûr que la mauvaise haleine s'installe. Si dans la bouche de l'intéressé, il y a la présence des caries, la présence des plaques dentaires, tout ça entretient la mauvaise haleine. Les obturations débordantes, c'est-à-dire les plombs qui ne sont plus sur place, les abcès dentaires, les poches parodontales, tous ces phénomènes
sont à l'origine de la mauvaise haleine. Et tous ces phénomènes s'observent par manque d'hygiène bucco-dentaire. Il y a d'autres causes aussi qui peuvent être à l'origine de la mauvaise haleine. Comme ces causes, nous pouvons parler de la sinusite qui crée la mauvaise haleine, et des problèmes d'amygdalite, des problèmes de reflux. Seul votre dentiste est habilité à vous aider. Il y a des gens, ils pensent que utiliser des bains de bouche, faire des sprays dans la bouche, mâcher du chewing-gum, des gadgets comme ça sont suffisantes pour régler le problème d'hygiène bucco-dentaire. Oui et non. Parce qu'il faut, si la laine est permanente, il faut résoudre le problème à la base. Et résoudre le problème à la base entraîne forcément la présence d'un spécialiste dans le domaine. Et c'est le dentiste qui est habilité à vous aider. Oui, la mauvaise haleine qui est un des indicateurs de la sécheresse buccale. Et nous avons également une autre spécialiste sur ce plateau, une dentiste qui va nous parler bien sûr de cette maladie, la sécheresse buccale. Bonsoir, bonsoir. Madame Alapini. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Yasmine Damata. Bonsoir, monsieur. Ça parle sécheresse buccale ce soir. Oui, ça parle sécheresse buccale. Et commençons déjà avec Dr Alapini par expliquer déjà à nos téléspectateurs c'est quoi le concept de la sécheresse buccale. La sécheresse buccale, en fait, c'est une sécheresse, disons, pathologique de la bouche, due à l'absence de la salive presque. Okay. Une diminution pathologique de la salive qui entraîne une bouche sèche. On appelle ça encore dans notre jargon zérostomie. 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 Tomie, là, c'est la salive, c'est ça? mais d'après certains dentistes, la mauvaise haleine serait l'un des signes de la sécheresse buccale. C'est bien vrai? Oui, c'est vrai. Parce que la salive a plusieurs rôles dans la bouche. Donc, cette absence de la salive va donner des rôles, c'est de maintenir, de lutter contre les infections bucco-dentaires, de lutter contre la multiplication des bactéries. Donc, cette diminution de la salive va favoriser la multiplication, la décomposition des bactéries, et qui va être à l'origine de cette mauvaise haleine. Donc, sans les salives, les bactéries se multiplient rapidement. Rapidement. Et c'est ça qui explique déjà la multiplication aussi de beaucoup de maladies, telles que la bucco-dentaire, la carie, il y aura une multiplication des caries dentaires, des parodontes, tout ça. Okay. Mais y a-t-il d'autres signes, à part la mauvaise haleine, il y a d'autres signes? Oui, évidemment. Lesquels? Il y a, par exemple, quand la salive est absente, donc les muqueuses deviennent collantes, la bouche est complètement sèche, il y aura des difficultés à avaler et à parler, sensation de brûlure de la langue, il y aura des ulcérations. Je m'essaye là depuis là, j'essaie de voir si c'est ça. Il y aura des ulcérations de la bouche, il y aura des candidoses, il y a des multiplications des caries dentaires. Et puis, multiplication des infections, les lèvres fendillées. Wow! Comme derrière... Comme, les talons, là? C'est ça? Et ça se fend. Ça se fend. Wow! Mais pourquoi la bouche devient-elle sèche? Le changement climatique. Ah! C'est le climatique. J'essaie de vous taquiner. C'est dû à l'absence de salive. La salive est produite par des glandes salivaires. Donc, la salive va diminuer ou bien devenir absente par tout ce qui va porter atteinte à la santé de ces glandes salivaires. Lesquelles? Il y a par exemple certaines pathologies. Il y a d'abord des pathologies des glandes salivaires même. Il y a d'autres pathologies sur le temps ou bien certains comportements qui vont avoir des répercussions sur ces glandes salivaires et altérer au bon fonctionnement de... Est-ce vrai que le vieillissement aussi est aussi un signe de sécheresse? De la salive, oui, ça arrive. Ah oui? Quand on vieillit, il y a moins de salive. Donc, si je commence à avoir moins de salive dans la bouche, je me dis... Mais ça, c'est pas forcément... Parce qu'il y a même des comportements qui entraînent la diminution de la salive, la nervosité, la prise de tabac. Mais ça, c'est pas pathologique. OK. Et le stress peut le faire? Oui, le stress, la nervosité, le stress, la prise de tabac, de café. De café? Oui. Ça peut amener la sécheresse buccale. Oh là là. Mais c'est juste passager. Mais comment réactiver alors la salive dans la bouche?
Réactiver, d'abord, il faut maîtriser la cause. Okay. Maîtriser toutes les pathologies ou bien tout ce qu'on a pris, les médicaments qui ont provoqué ça, les maladies des glandes qui ont provoqué cette diminution de la salive, là, elle est traitée à la base. Maintenant, si ce n'est pas des traitements qui peuvent être faits immédiatement, on peut, en attendant, donner quelques conseils aux patients, ou bien lui prescrire des substituts salivaires en attendant. À quelque chose qui va activer la salive dans la bouche en attendant. Et comme ça, ça va au moins diminuer un peu la sensation de bouche sèche. Mais le traitement principal, c'est de savoir d'abord la cause. Et traiter la cause. Traiter la cause. Ouais. Ah ouais, mais c'est bizarre quand même. Hein. Pendant que d'autres n'aiment pas du tout la salive. Dans la bouche. L'absence de la salive. Le cas des femmes enceintes, on a tellement de salive dans la bouche. Et on se dit, ah là là. Voilà que c'est pour d'autres un problème quand il n'y en a pas dans la bouche. Et quand il n'y en a pas, c'est carrément un problème. Ah ouais. La vie, c'est un peu compliqué. Hein, mais au-delà des médicaments, est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres solutions pour activer la salive dans la bouche? Des médicaments, on ne prend pas des médicaments pour activer la salive. Les médicaments, c'est ça pour traiter les pathologies qui sont à la base. Maintenant, les substituts, ce n'est pas des comprimés avalés. C'est juste des trucs qui vont activer sur place, tels que des sprays, des bains de bouche. Et c'est le spécialiste, c'est en consultant un spécialiste que vous allez... Mais à la maison... Le spécialiste, à la maison, peut-être, oui, un dentiste. Oui. Ah, oui. À la maison, oui, il va vous donner des conseils. Par exemple, prendre régulièrement de l'eau pour humidifier, mâcher des chewing-gums non sucrés. Non sucrés? Oui. Pourquoi non sucrés? Chewing-gum non sucré. Pareil, quand on prend des le sucre, sucrés, ça amène la salive. Ça amène là aussi la salive. Non, parce que vous allez pas voir dans ces pathologies qui diminuent la salive, il y a le diabète. Ah oui. Et le sucre, on a déjà une multiplication des bactéries dans la bouche. Oui. Oui, quand on n'a pas de salive, c'est que les bactéries se multiplient. Voilà. Mais si vous y mettez du sucre, c'est que vous aggravez votre cas. Oh là là. Vous aggravez ça. Ah, ouais. Donc du coup, des chewing-gums non sucrés. Non sucrés, des boissons et non sucrées, et puis... La bière. On a dit de ne pas prendre l'alcool. La bière, il y a de l'alcool dedans. Le tabac, éviter tout ce qui est à base de café. Est-ce qu'il y a des bières sans alcool? Il y a des bières sans alcool. Donc, à défaut de tout. C'est pas sucré. Et c'est pas alcoolisé. Mais est-ce qu'il y a des personnes prédisposées à faire de la sécheresse buccale, à part les personnes âgées? Oui, ça dépend de ceux qui sont sous certains traitements. Parce qu'il y a certains médicaments qui provoquent ça. Et il y a certaines maladies aussi qui provoquent ça. Qui provoquent ça. Est-ce que vous recevez souvent des patients qui souffrent de sécheresse buccale? Parfois. Parfois, c'est pas fréquent. Ou bien c'est parce que les gens ne sont pas conscients en fait que c'est une maladie. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ça. Oh là là. Depuis Assoume, je ne sais pas, j'ai la salive pâteuse, ça veut dire que j'ai une sécheresse buccale, c'est ça, docteur? Pour quelqu'un qui aime c'est une salive pâteuse. Je ne sens pas la salive de ma bouche depuis que je parle. Ah oui, ça dit que vous arrivez à parler, vous mangez correctement. Oui. Non, ça c'est pas... Elle a mangé du riz le donc, matin. Elle a pris la pâte à midi. Ce soir, vous avez mangé encore quelque chose. Bon, j'ai pris une mangue, c'est une mangue, mais là, bon, c'est sûr que je ne suis pas de sécheresse buccale. Voilà. Je suis rassurée. Non, vous êtes rassurée. Il me manque peut-être de l'eau. Il faut que je prenne encore un peu plus d'eau. Donc, il faut vraiment des indicateurs vraiment pointus pour savoir que c'est une sécheresse buccale. Oui, c'est à l'interrogatoire. Quand vous allez en consultation, à l'interrogatoire, quand le praticien vous interroge tout ce dont vous souffrez, sur les comportements, tout ça, et puis là, c'est lui qui tire la conclusion. Oui, mais c'est vous expliquer ce que vous ressentez. Voilà, il faut que la personne en soit consciente pour décider maintenant d'aller vers le spécialiste. Voilà. Maintenant, comment s'en rendre compte de ce qui est... Bon, comment savoir qu'on a une sécheresse buccale? Oui, déjà, quand on veut manger, c'est difficile. C'est difficile, il n'y a pas de salive, la bouche est sèche, les muqueuses sont collantes, il y a des ulcérations, et vous avez du mal à mâcher, à avaler, même des difficultés à parler. Ah oui. Ah, mais dans ce cas-là, il faut voir le dentiste. Difficulté à parler. C'est le dentiste qu'il faut aller voir, et non le généraliste. Dans ce cas. Si vous voyez un généraliste, lui va forcément vous envoyer vers un dentiste. Oui, peut-être il va faire son interrogatoire.
peut-être qu'il y a une partie qui le concerne aussi, il va forcément vous référer. Alors, ça peut amener jusqu'où quand on ne traite pas la sécheresse buccale? Vous-même, vous serez très... Est-ce que vous allez laisser ça évoluer? La souffrir, c'est ça, on souffre, oui, parce qu'on ne parle pas, on a mal. Oui. Ah ouais. Surtout que les langues vont se fendiller là. Ah, Bon, déjà, récapitulons. C'est un peu dangereux, vous ne pouvez pas manger. Hein. Vous mettez le manger dans la bouche. Déjà, quand c'est pimenté. C'est pimenté, oh là là. Pimenté ou pas? Oui, ça pique. Ça fait mal. Donc, même l'eau, parce que l'eau également soigne les plaies. Donc, ça veut dire que même tant que. Dès qu'il y a de la fente sur la langue et qu'on met de l'eau, mais ça va piquer. Oui, quand vous mangez tout ce qui est pimenté, ça pique. Ça pique. Waouh. Donc, quand on a une sécheresse buccale, c'est bien d'aller voir un médecin dentiste. C'est bien ça. Même si vous allez chez des spécialistes, ils vont vous référer. C'est les généralistes vont vous Parce qu'il y a des maladies qui sont liées, qui amènent une sécheresse buccale. Du coup, il faut boire beaucoup d'eau. Amis téléspectateurs, prenez beaucoup d'eau, surtout de l'eau. Avant d'aller chez le dentiste, prenez de l'eau. Assure, moi, j'ai compris pour moi. J'irai prendre de l'eau. D'accord. Allez. Prenez de l'eau alors, Yasmine. Je vais en prendre. Et allez chez madame. Le dentiste. Oui, madame Alakili et moi, on va se voir tout à l'heure, avant qu'elle ne rentre. Faut qu'on... voir si vraiment vous souffrez de la sécheresse buccale. J'aime bien vous taquiner, Yasmine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, madame. À très, très bientôt. À bientôt. Un autre plateau va s'installer. Cette fois-ci, nous allons parler du Bénin, de la présence sur la toile. Il faut y contribuer. Oui, quand on parle de Wikipédia, vous allez voir Wikipédia États-Unis, vous allez voir France, Angleterre et tout le reste. Et Wikipédia Afrique même, ça existe. Mais Wikipédia Bénin, c'est un peu pauvre. Le contenu, ce n'est pas encore ça. Il faut y contribuer. Et c'est de cela que nous allons parler avec l'expert. Le Bénin sur la toile à travers l'outil Wikipédia Bénin. Il faut y contribuer. Un appel donc aux volontaires pour le faire tout simplement parce qu'il n'y a que soi-même pour parler bien de ce qui vous appartient. Vous comprenez en réalité ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut participer donc à renforcer la présence du Bénin sur la toile. Et c'est ce que vous faites, vous, M. Mermoz Adodo, vous et beaucoup d'autres collaborateurs également. Vous contribuez bien sûr à renforcer la présence du Bénin, à valoriser le Bénin à travers l'outil Wikipédia. C'est ce que vous appelez Wikimédien du Bénin. Oui, le Wikimédien du Bénin. Alors, qui êtes-vous en réalité? Mermoz Adodo, je suis... Non, je parle le Wikimédien. Les Wikimédiens du Bénin, c'est des bénévoles, c'est des contributeurs bénévoles, béninois, reconnus par Wikimedia et dont l'objectif est d'aider les autres béninois à partager la connaissance, à contribuer pour faire évoluer, pour renverser cette tendance de gap numérique sur le Bénin et l'Afrique en général. Alors, voulez-vous dire donc que le Bénin, la présence du Bénin sur le numérique n'est pas encore... Bien sûr, l'Afrique en général est moins présente sur les plateformes. Ah, d'accord. Et quand on fait une petite recherche, l'Afrique est moins présente. Et il y a récemment une enquête qui a montré que sur 70 000 de contributeurs, il n'y a que 14 000 qui viennent des pays en voie de développement. Et quand nous parlons des pays en voie de développement, c'est l'Afrique et beaucoup plus l'Asie. Et dans les 70 000, il y a 14 000 qui reviennent aux pays en voie de développement. Et dans les 14 000, il n'y a que 1000 personnes qui contribuent, qui contribuent sur l'Afrique. Donc c'est très peu. Il faut, juste 1000? Bien sûr. Pour toute l'Afrique? Bien sûr. Donc il faut alors renverser cette tendance. C'est dans cette dynamique que nous sommes. Et régulièrement, nous organisons des ateliers pour inciter les personnes à disposer un peu de leur temps, ne serait-ce quand même que 5 minutes, peut-être une journée, et aller sur les plateformes, modifier, supprimer, corriger, et pour que nous puissions progressivement renverser cette tendance. Aujourd'hui, il est possible d'aller chercher des informations sur d'autres pays, et nous les avons, mais le Bénin est moins présent. Et si vous permettez, je vais revenir à ce qu'on appelle réellement Wikipédia. Oui, j'allais vous le demander en réalité. Cette plateforme-là, à quoi elle sert en réalité? Oui, Wikipédia, c'est une encyclopédie qui vient d'avoir 15 ans. Juste 15 ans? Oui, juste 15 ans. C'est fondé en 2001 par un Américain, Jimmy,
et hébergé par la fondation Wikimedia Foundation. Ok. La fondation, c'est une fondation américaine à but non lucratif. Et la vision de Wikipédia, c'est de faire en sorte que la connaissance humaine soit partagée, soit rassemblée sur cette plateforme. Et Wikipédia, c'est plus de 300 langues. 300 langues et plus de 42 000 articles écrits. Et dans les 300 langues, originellement, il y avait l'anglais, et c'est après le français est venu. Au niveau de l'anglais, il y a plus de 5 millions de contributeurs, et le français a dépassé les 2 millions en juillet passé. En juillet 2018. Bien sûr. Alors Wikipédia, c'est dans une vision de partage de la connaissance. Les gens peuvent venir mettre ce qu'ils ont comme information, comme connaissance, supprimer, modifier. Mais on dit que c'est une connaissance libre, c'est une encyclopédie libre, ça veut dire que tout le monde peut mettre ce qu'il a. Mais pas n'importe comment, parce que ça doit respecter un certain nombre de principes. Parce que vous pouvez mettre, par exemple, une information et que moi je vais venir supprimer et mettre une autre information, c'est ça? Oui, mais avant que vous ne supprimiez, vous devez alors sourcer. Pourquoi vous supprimez? Quelles sont vos sources? Parce que toute information que vous mettez sur Wikipédia doit être sourcée. Donc, il n'y a pas une information fabriquée sur Wikipédia. Et Wikipédia, c'est aussi 17 autres projets frères. Par exemple, Wikivoyage, oui, qui est un guide touristique, où après un voyage que vous avez fait, vous pouvez aller mettre les images, les différentes images que vous avez faites et que vous avez reçues, les mettre sur le Wikicommons, oui, qui est une médiathèque. Pour que quelqu'un qui vient de l'extérieur puisse déjà savoir, ok, quand nous allons au Bénin, nous pouvons voir ça, avec des écrits, avec des images à l'appui. Et en dehors de ça, il y a d'autres projets. Par exemple, Wikiversité, où il y a de la connaissance pédagogique. Les gens peuvent partager de la connaissance dans le domaine de la pédagogie. Il y a Wikiquotes, il y a aussi de la bibliothèque. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler sur Wikipédia. Et le Bénin est quand même riche en matière d'histoire, en matière de culture, en matière de biodiversité également. La nature nous a offert de très belles choses qu'on peut donc partager avec le reste du monde à travers donc, cet outil-là. Bien sûr. Et le Bénin a intérêt nous avons intérêt à contribuer sur Wikipédia par rapport à notre pays. Et ce n'est pas le rôle de l'État, c'est le rôle de nous, citoyens. C'est vrai, de façon volontaire. Est-ce que ce ne sont pas les pays même qui prennent ces genres d'initiatives? Non, c'est des volontaires d'abord, c'est des initiatives privées, c'est des initiatives volontaires qui, peut-être au fil des jours, l'État peut venir accompagner. Alors, et donc, c'est ce que vous faites? Oui, et c'est ce que nous faisons. Nous prenons des initiatives privées. Par exemple, en février-mars passé, nous avons organisé une activité pour amener les gens, les photographes professionnels ou non, à prendre des photos de tout type de jeux et à les mettre sur Commons. Ah oui, les jeux... Oui, les différents jeux. Les jeux traditionnels, les jeux modernes, tout type de jeux. Que ce soit le Ubuntu, que ce soit les choux, bien sûr. Si vous voulez. Bien sûr, tout ça. Okay. Et après, il y a un jury qui a statué et qui a sélectionné les 10 meilleures photos. Okay. Et au Bénin, nous avons primé les 3 meilleures photos. Nous sommes dans cette même dynamique où bientôt, à partir du 1er juin, nous allons organiser le même concours photographique, mais cette fois-ci orienté biodiversité. Biodiversité où nous allons faire de la recherche sur notre biodiversité, la quintessence de notre biodiversité, ce que ça a d'utile, et rassembler tout ça. Je veux parler de la flore, la faune, les forêts sacrées, les réserves marines, nos parcs, pour les mettre, prendre des photos, les mettre. Et ça, que vous soyez photographe ou non, même avec votre téléphone portable, vous pouvez le faire et la mettre sur une plateforme. Et après, il y a un jury qui va sélectionner les meilleures photos, les 3 meilleures photos, et les 10 meilleures photos maintenant vont aller maintenant sur le plan international et qui vont être plus tard et connaître
une délibération. Alors, quand on met ces informations sur le Bénin, sur la table, ça apporte quoi pour le pays, ça apporte quoi pour les populations et pour le monde? Bien sûr, Wikipédia, c'est le 5e site le plus visité au monde. Aujourd'hui, toute information que vous tapez, la première information que le moteur de recherche vous donne, c'est sur Wikipédia. Okay. Alors, ça veut dire que c'est très important de commencer par orienter nos informations. Et du coup, quand on va mettre Bénin, biodiversité ou Bénin tourisme, c'est-à-dire... Rapidement, ça va déjà rassembler et vous donner alors les détails par rapport à ça. Arrivez à la maison, faites un essai, tapez le nom Bénin. Alors, comment contribue-t-on? Qui peut être contributeur? Alors, qui peut contribuer? Tout le monde peut contribuer à Wikipédia. Vous pouvez avoir un compte, vous pouvez décider de ne pas aussi avoir un compte. Ne serait-ce quand même si c'est une petite virgule que vous avez corrigée, vous êtes déjà un contributeur. Okay. Même la simple lecture que vous faites déjà, vous êtes déjà un contributeur. Et donc, tout le monde peut contribuer. Il n'y a pas de règle fixe. Si vous comprenez la langue dans laquelle vous pouvez contribuer, vous pouvez créer votre compte, vous pouvez contribuer tranquillement et aller. Bien sûr. Donc, écrire les choses sur le Bénin pour que davantage le monde sache quelles sont les réalités de notre pays. Oui, et parce que nous avons remarqué que la plupart, quand vous faites un tour sur la toile, la plupart des gens qui écrivent sur notre pays ne viennent pas forcément du Bénin. Il paraît qu'ils sont plus nombreux, qu'ils sont étrangers contribuer. Bien sûr. Beaucoup de contributeurs sur le Bénin sont des étrangers. Et c'est peut-être des touristes qui viennent et après avoir pris ces images, après avoir pris quelques informations, ils vont écrire. Alors que si c'est nous-mêmes qui écrivons sur notre propre histoire, nous savons alors comment l'écrire, comment chercher des vraies sources pour que l'information ne soit pas biaisée. Et donc, il faut alors amener les gens à aller progressivement vers cette encyclopédie parce que ce n'est pas que pour le Bénin, c'est aussi pour sa propre connaissance. Que vous soyez étudiant, que vous soyez chercheur, que vous soyez un simple vendeur, vous pouvez aller sur Wikipédia et faire votre recherche. Même BB24 doit être sur Wikipédia. Il n'est pas encore là. Ah ouais. Même si donc je peux contribuer. Bien sûr, vous pouvez contribuer. Il suffit d'avoir un compte et vous allez voir si c'est déjà là. Vous pouvez déjà savoir les rubriques à compléter et avec des sources. Et là, directement, depuis l'extérieur, depuis le monde, les gens voient, ils peuvent savoir que, bon, ok, il y a B24, voilà les rubriques qu'il y a, et ça peut donner quand même une certaine visibilité. Lorsque nous avons fait le concours de la fois dernière, nous avons listé tous les stades du Bénin, toutes les fédérations sportives du Bénin sur Wikipédia. Et donc, c'est du travail à faire. Et alors, il faut commencer par prendre chaque rubrique et écrire. Pour que si, par exemple, un partenaire veut venir, il tape stade du Bénin, il puisse avoir la liste complète de tous les stades, le potentiel, les images. Et ça, ce n'est pas le travail d'une seule personne. C'est le travail de nous tous. C'est le travail des différents, de tous les Béninois à contribuer pour que nous puissions progressivement renverser la tendance. Donc, c'est un appel que vous lancez à la population béninoise ce soir à donc contribuer à Wikimédien. Wikipédia Bénin. Oui. Wikimédien, c'est les volontaires. Voilà. C'est le club qui aide d'autres volontaires à savoir comment contribuer. Oui. Et tout à l'heure, j'ai parlé des images, que les gens vont prendre des images, ils vont aller sur Commons, pour mettre les images. Ils peuvent prendre les images, mais ils peuvent ne pas savoir alors comment le mettre. Et non, nous sommes là pour aider les gens gratuitement, pour que notre communauté puisse progressivement grandir. Merci beaucoup à vous, Monsieur Adodo. C'était un plaisir d'avoir partagé ces connaissances avec vous sur Wikipédia, qui est très très important en tout cas pour le Bénin. J'espère que vous allez revenir un de ces quatre, aller beaucoup plus en détail bien sûr sur Wikipédia. Pourquoi pas venir de temps en temps nous faire le point du contenu de Wikipédia sur le Bénin. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Ah oui, c'était un plaisir. À bientôt. Allez, on va continuer tout de suite et retrouver Nadège Soni dans la rédaction de BB24. Avec elle, c'est le journal 19h45.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 1945. Une semaine pour la biodiversité au Bénin, l'événement sera marqué par des conférences et visites de sites. Elle vise à sensibiliser les citoyens béninois sur l'importance de la biodiversité. Culture abondante de maïs dans les champs, mais les commerçantes du marché d'Antokba n'en ressentent pas l'incidence. Les prix sont toujours à la hausse. Qu'est-ce qui serait à la base de cette mévente? On en parle dans un instant. Les abeilles produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais au péril de leur vie. Un ingénieur agronome nous enseigne des techniques pour extraire le miel en gardant la vie sauve aux abeilles. Notre biodiversité, notre nourriture, notre santé, c'est le thème de l'édition 2019 de la Journée mondiale de la biodiversité. Pour marquer l'événement, la Direction générale des eaux, forêts et chasses organise une semaine de la biodiversité. Au menu, une exposition, des conférences, débats et visites de sites. Quel est l'état des lieux de la biodiversité au Bénin? Mathieu Sokenon, Amandine Aliamboussou. Outre ses nombreuses fonctions, la biodiversité est le fondement de notre système alimentaire. Elle est de fait essentielle au bien-être de l'homme. Le thème de cette année a été choisi pour sensibiliser sur l'importance de la nature pour l'alimentation et la santé. C'est un slogan de sensibilisation pour dire que notre alimentation, notre santé a pour socle la biodiversité. Donc nous devons contribuer, chacun en ce qui le concerne, à la conservation de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité de la biodiversité, afin que notre alimentation soit assurée, afin que notre santé soit assurée par l'utilisation rationnelle de la biodiversité pour la production de nourriture, pour la production de médicaments, pour le maintien en l'état de l'individu, de l'homme, et en général de l'humanité. La biodiversité du Bénin est comparable à celle des autres parties du monde. Au fil du temps, elle a subi et subira encore la pression de l'activité humaine. Il y a une perte de biodiversité que l'on constate au niveau international et le Bénin n'échappe pas à cette situation. Cela est essentiellement dû aux activités humaines. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière, les feux de végétation, etc., qui contribuent à détruire, à réduire, à dégrader les ressources naturelles et par conséquent la biodiversité. Pour une conservation et une utilisation durable de la biodiversité au Bénin, la recherche scientifique est mise à contribution. Notre administration doit désormais profiter des acquis de notre recherche afin de mieux assumer nos prérogatives de conservation de la diversité biologique, et ceci grâce aux informations scientifiques gratuites que vous ne lasserez de mettre à notre disposition. Si chacun, par son action, diminue l'impact négatif qu'il a sur les ressources naturelles, nous contribuons ensemble à la protection, à l'amélioration de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Cette semaine est donc une occasion pour les différents acteurs d'échanger sur les solutions à la réduction des pressions sur la biodiversité et les idées pratiques pour protéger la vie sur Terre. Allons maintenant à Dantokpa pour voir comment se porte le marché des céréales. La saison serait abondante. Ulvaeus Balogun y a fait un tour pour le constat. C'est un reportage présenté par Yasmine Tamata. Le Bénin fait face depuis quelques jours à une surproduction du maïs. Selon les chiffres révélés par le ministère de l'Agriculture, la production nationale est passée de 1 200 000 tonnes à 1 600 000 tonnes au titre de la campagne céréalière en cours. Marché d'Antokpa. Contrairement à ce qui se dit, malgré cet excédent de production, le prix du maïs sur le marché intérieur est toujours élevé. Le maïs était moins cher.
On prenait le sac à 15 000 francs, aujourd'hui c'est à 22 000 francs. Le maïs de la nouvelle saison, notamment de Adja, était vendu à 150 francs la mesure. Actuellement, ça augmente de prix et c'est 175 francs et 200 francs. Il y a de cela 2 mois, on vendait le sac à 16 000 francs. On ne pensait plus que le prix allait augmenter. Subitement, c'est passé à 18 000 francs. Et il y a une grande mévente, si bien que le maïs pourrit dans nos boutiques. Mais comment comprendre alors cette hausse des prix dans un contexte où la production céréalière serait abondante? C'est vrai qu'il y a un surplus de production. Si ce n'était pas les Nigérians qui vont s'approvisionner directement chez les paysans, on n'assisterait pas à cette hausse des prix sur le marché intérieur. C'était 10 000 francs, voire 12 000 francs. Mais depuis que les Nigérians viennent acheter, le sac est passé à 18 000 francs. S'ils venaient acheter le maïs chez nos autres revendeurs, au lieu d'aller directement chez les paysans, on n'en serait pas là. Si la production abondante de ce produit vivrier reste à saluer, le véritable problème aujourd'hui réside dans la mise à disposition du produit auprès des revendeuses. Certaines s'étonnent même d'une surproduction. Il y a 2 ou 3 mois, le maïs inondait le marché. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Il n'y a pas de maïs disponible. L'ancienne saison de maïs est déjà finie chez les producteurs. On attend la production qui viendra du nord dans quelques jours. Cette situation préoccupante laisse entrevoir l'importance de l'écoulement des produits vivriers, mais aussi la régulation du marché. Si le gouvernement veut apporter l'excédent, il devrait collaborer avec les grossistes pour acheter au plan local avant de vendre à l'extérieur. Car il faut se rappeler, il y a quelques années, quand le Bénin devait exporter, il avait fait appel aux grossistes grâce à l'ONASA qui servait d'intermédiaire entre les grossistes et l'État. On arrivait ainsi à gagner un peu d'argent. Malgré l'excédent de production du maïs annoncé, il se pose aujourd'hui la question de la gestion de la filière afin de permettre à tous les acteurs de la chaîne de ne pas subir la dure loi de l'offre et de la demande. Seules les abeilles savent faire du miel. Le miel peut être produit par plusieurs types d'abeilles, des plus agressives aux plus calmes. Des fois, elles sont agressives et c'est souvent pour se défendre. Cette réaction est justifiée car elles se retrouvent en danger lorsque les producteurs doivent extraire le miel. Leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Cependant, il existe des moyens pour extraire le miel sans arracher la vie aux abeilles. Olivier Podécon, ingénieur agronome, revient sur l'importance de l'existence des abeilles et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. On l'écoute au micro de César Achadé et Gloria Oni. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives. Mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord,
mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel, mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. Le Sénégal accueille en 2021 le Forum mondial sur l'eau. En prélude à cette grande rencontre internationale pour une gestion durable de l'eau dans le monde, les parties prenantes se sont réunies à Paris au siège de l'UNESCO pour porter ensemble le plaidoyer. Aram Ndao de la RTS. La voix du Sénégal à l'UNESCO pour se joindre au concert des nations sur l'eau. 2 milliards de personnes restent privées de cette ressource vitale. L'UNESCO mise sur des actions concertées et scientifiques. Vision partagée par le Sénégal. Vision qui invite à plus d'attention à l'éducation pour jouer un rôle clé dans le renforcement des capacités nécessaires pour faire face aux difficultés de la gestion durable des ressources en eau. Nous devons également travailler à mobiliser au niveau local et régional les plateformes interdisciplinaires de co-réflexion et de co-action qui associent notamment les structures étatiques, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et la communauté scientifique. L'enjeu est de garantir la paix, tributaire à bien des égards de cet accès équitable aux ressources. Le Sénégal est d'autant plus impliqué qu'il accueille en 2021 le Forum mondial de l'eau. Le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau ont retenu de rafraîchir le forum sous le thème principal de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Le forum propose une nouvelle approche en mettant en exergue un nombre limité de priorités pour lesquelles des réponses opérationnelles de qualité et des résultats concrets sont envisagés. À ce titre, des partenaires stratégiques, des engagements et des actions seront identifiés pour faire de Dakar 2021 un forum des réponses, un forum des solutions. Sur le chemin du Forum mondial de l'eau, le Sénégal multiplie les partenariats. Manifestation de soutien une fois de plus à Paris avec l'UNESCO et la Corée du Sud par des conventions. Le Maroc, par son ministre de l'eau, a également réitéré son soutien au Sénégal. En Somalie, 710 millions de dollars, soit près de 355 milliards de francs CFA, sont nécessaires pour prévenir une crise humanitaire due à la sécheresse. Selon les organisations d'aide, ces fonds serviront à fournir une assistance humanitaire vitale à 4,6 millions de personnes dans les régions les plus touchées d'ici décembre 2019. La situation de la sécheresse en Somalie s'est rapidement détériorée avec une intensité encore jamais vue au cours des dernières décennies, a affirmé les Nations Unies dans un communiqué. La saison pluvieuse de l'année 2019 a été un échec avec une très faible pluviométrie, alors que le pays ne s'est pas encore remis de la sécheresse prolongée qui l'a touché en 2016 et 2017. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, de l'avoir présenté. On va vous retrouver demain à 19h45 pour une autre édition, c'est ça, hein? Ce sera plutôt Amandine Aniambossou. Ah oui, Amandine Aniambossou. Amandine, comme une amande douce. Ah oui, c'est ça. Merci, Nadège. Merci à vous. Bonne soirée, bien des choses à toute votre famille et bon appétit. Merci Asiom. Allez, on revient en plateau, hein, chers téléspectateurs, ça va s'installer. Maintenant, c'est le plateau culturel avec Jennifer, j'avais envie de dire Lopez, c'est pas... C'est tout sauf Lopez en tout cas. Oui, vous comprenez tout simplement, c'est l'heure de Horizon Culture sur le grand rendez-vous.
Horizon Culture vous plonge dans l'univers des flics. On parle de romans policiers ce soir. Est-ce qu'il y a des écrivains vraiment hein? On verra. S'il y a des écrivains de romans policiers au Bénin, on verra tout ça dans un instant. Pour le moment, c'est ce reportage que nous allons suivre et revenir. J'ai commencé par lire ce type de roman déjà à partir de la 4e. J'en ai continué. J'ai continué jusqu'à même à ce jour. Je crois que c'est des romans qui vous initient. Hein, ceux-là qui aiment les lire, qui vous initient à l'art des enquêtes policières. J'aime faire les enquêtes. En m'inspirant de cette stratégie, je peux faire une enquête. Ce sont des romans qui enseignent sur la vie. Lorsque les situations se présentent, tout ce que j'ai lu, je vais faire une rétrospection. J'essaie de me retrouver et voir comment je vais faire pour pouvoir m'en sortir. Déjà, tout ce qui est intrigue, rebondissement, moi ça m'intéresse assez. Donc, on va même dire quasiment, ce n'est que les polars que moi je lis. Souvent, ça parle de corruption, de détournement, et ça fait réfléchir des fois, parce que souvent, ça relate des événements de la vie. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire les renseignements, ou bien qui veut être malin aussi, parce que ça attise l'intelligence, il y a des techniques qui sont données là-dedans et tout. Donc, c'est intéressant. C'est qu'on fixe son objectif. On s'assume à ce qu'on doit en tirer le résultat. Il y a aussi des fois, on déteste parfois les romans policiers. Puis il y a un peu soit la violence, la colère, aussi l'égoïsme règne parfois. Ah, c'est vrai. Bon, en tout cas, beaucoup ont parlé déjà de romans policiers. On va écouter un écrivain sur ce plateau. Colin Yann, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et merci également à Jennifer Tsachivi de Atiémé. C'est ça, voilà. Tsachivi de Atiémé qui va nous parler de romans policiers ce soir. Romans policiers, on se met tout simplement entre les lignes des réalités des flics. Comme vous le dites si bien, on va en parler, mais ce sera plus Colin Sian qui va nous apporter des explications de ce genre de livres, de littérature qui quand même suscite un peu d'intérêt. Donc on va plus s'intéresser à ça. On les appelle aussi les polars, c'est ça? Exactement. Les polars. Donc dites-nous un peu, comment je peux reconnaître un roman policier? Parce que certains confondent parfois avec d'autres gens. Très drôle. Oui, disons... Je ne suis pas sûre qu'il sera d'accord avec vous. Certaines maisons d'édition ont la bonne habitude de préciser carrément la première de couverture roman policier. D'accord. Et dans le déroulement, dans le contenu, disons simplement qu'un roman policier, un polar traite, comme son nom l'indique, de l'enquête policière ou des sujets qui se rapportent à l'enquête policière pour faire vraiment terre à terre. Donc en fait, pour reconnaître, c'est qu'il y a souvent une enquête. Ceux qu'on a interviewés ont parlé d'intrigues et tout ça. Donc, est-ce qu'il peut y avoir quand même d'autres genres littéraires qui en parlent mais qui ne sont pas romans policiers? Peut-être qu'il aurait fallu que je sois un peu plus complet. Il faut entendre par roman policier, généralement un roman qui situe son intrigue autour d'une enquête policière. C'est-à-dire que très généralement il y a eu un crime et il est question pour l'auteur d'amener le lecteur à la découverte du coupable ou des coupables. Donc le roman policier se noue généralement autour de ce genre d'intrigue. Qui a tué telle personne? Et voilà, dans sa constitution, dans son déroulé, voilà à peu près comment on reconnaît un roman policier. Bientôt la série Commissaire Action. Ah ça, je suis très impatiente de lire ce livre. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup à dire dedans. Donc déjà, quelle est la particularité du roman policier selon vous? Donc, selon moi, le roman policier est un roman qui met le lecteur au cœur de la lecture. Je veux dire, par exemple, quand vous prenez n'importe quel autre roman, vous pouvez lire de façon désintéressée. Alors que le roman policier, vous avez besoin de suivre l'enquête, de suivre des éléments de l'enquête pour être sûr que vous ne vous perdez pas au milieu de votre lecture. Je connais par exemple des classiques comme une Agatha Christie qui a l'art d'entraîner son lecteur dans un jeu de cache-cache. Quand on lit un roman de Agatha Christie, l'objectif
quand on est lecteur, c'est de se dire, est-ce que je suis capable, avant la fin du roman, avant le dénouement de l'intrigue, est-ce que je suis capable, avec les éléments qu'elle a déjà présentés, de découvrir qui est, entre griffes, le coupable. Et donc voilà parfois le jeu qu'il y a entre l'auteur et son lecteur. D'accord, on se demande si tout le monde tous les écrivains ont la capacité d'écrire des romans policiers. Est-ce qu'il faut s'exercer, est-ce qu'il faut suivre une formation ou c'est juste une question de talent? Déjà, pour ma petite expérience, ce n'est pas des choses qu'on enseigne à l'école. Le roman policier est un genre particulier en ceci qu'il relève, de mon point de vue, d'une démarche totalement scientifique. On ne peut pas venir dans un univers qu'on ne connaît pas et construire une intrigue si on ne connaît pas, par exemple, l'univers de l'enquête policière. Il y a des romans policiers avec, j'ai lu très jeune, James Hadley Chase, qui sont vraiment des icônes du roman policier et qui vont dans des recherches scientifiques. Vous voyez, donc, pour écrire un roman policier, de mon point de vue, il faut peut-être pas être littéraire, il faut avoir une culture scientifique parce que le roman policier, c'est un roman de logique. C'est un roman qui met la logique au cœur de la construction de l'histoire. Et donc, on n'écrit pas un roman policier quand on n'a pas une imagination particulièrement fertile. Le but dans le roman policier, ce n'est pas comme nous le faisons d'aligner les figures de style et de faire de la belle phraséologie. Le but dans un roman policier, c'est vraiment de construire un raisonnement scientifique, un raisonnement cohérent, un raisonnement logique dans lequel le lecteur lui-même intelligent est capable de vous suivre en relevant des éléments qu'on ne peut pas discuter. Ce qui nous ramène vraiment à dire que le roman policier est un genre tout à fait à part qui relève presque de certain professionnalisme. Comme quoi, on peut, en lisant un roman policier, se dire, mais écoutez, là, il est en train de mentir, l'auteur. Ce ne serait pas un auteur de roman policier. Voilà. Ce ne serait pas un auteur de roman policier. Du tout. Donc, quand c'est roman, souvent, ça raconte aussi des faits réels, des faits de société, ou en tout cas, ce qui s'est, peut-être qu'il y a eu une enquête qui s'est déjà déroulée et que peut-être l'écrivain décide par exemple de relater dans son roman. Oui, l'avantage de tout roman, c'est qu'il va de la réalité, on s'inspire toujours d'une certaine réalité. Voilà. Il n'est pas possible d'écrire un roman policier autrement qu'en faisant des recherches sur comment se font les enquêtes policières dans la vraie vie. Ça veut dire que moi, si je devrais me mettre dans la peau d'un écrivain de roman policier, la démarche consisterait banalement à aller dans certains commissariats, prendre, si on me l'autorise, quelques fiches, voir quelques histoires, en fait, comment certaines enquêtes ont été menées. Lire des PV, et partir de ces réalités pour construire moi-même ma propre fiction, ma propre imagination dans laquelle la logique a une place centrale, parce que si vous vous lopez dans la construction de votre intrigue, ça perd de l'intérêt aux yeux du lecteur. Alors, est-ce que moi, peut-être je suis un jeune, j'ai envie de me spécialiser dans la littérature policière, dans l'écriture de romans policiers. Est-ce que le fait de lire les autres classiques du roman policier peut m'amener à faire aussi mes armes dans la matière? Je vais vous surprendre. Moi, j'ai été initié à la littérature en général par le roman policier. Moi, j'appelle les SAS. La collection SAS, je considère la collection SAS comme faisant partie du roman policier. Je considère San Antonio plutôt, c'est vraiment des classiques, ça remonte à une certaine date, comme des romans policiers. Quand vous avez commencé votre histoire avec la lecture, avec la littérature, par ce genre de roman, vous apprenez à entretenir un suspense, vous apprenez à scotcher votre lecteur à l'histoire que vous lui racontez. C'est ce que le roman policier m'a vraiment apporté. Ça veut dire, c'est comme le footballeur. Quand vous avez envie de devenir footballeur, vous regardez Mbappé jouer, vous regardez... et donc, quand vous avez la curiosité d'aller faire des romans policiers, mais vraiment de vrais romans policiers, non seulement vous ne pouvez pas commencer les 10 premières pages d'un roman policier et laisser tomber le roman sans l'avoir lu, parce que dès les 10 premières pages, le décor est passé, vous dites, il faut que je découvre le criminel, et à force de lire, vous comprenez comment on construit une intrigue, vous comprenez comment on maintient un lecteur dans l'obligation de lire l'histoire que vous lui racontez. Et ça peut servir même pour nous autres qui sommes dans plus de romances, dans d'autres genres littéraires. Est-ce que ça peut aider, c'est un roman pour tous les âges?
plus que tous les autres romans. J'ai parlé tantôt de San Antonio. Il dit, l'auteur de San Antonio, que lui, il a un vocabulaire qui se résume à 300 mots. Tous les autres mots qui sont contenus dans son roman, il les a inventés. Donc c'est plein de argot, c'est plein de jargon de rue, c'est plein du vocabulaire de bandits et de policiers. Oui. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de San Antonio, vous avez cité Agatha Christie. On se demande les grands noms des romans policiers. Il n'y en a pas en Afrique ou c'est pas un genre qu'on retrouve vraiment dans la littérature africaine? Je vais faire une confession, je ne connais pas, je ne suis pas capable de répondre à la question. Ils en existent certainement, les auteurs de romans policiers africains, mais je ne les connais pas. D'accord. J'imagine dans nos romans policiers, on va parler. C'est justement cela. Est-ce que c'est parce que notre contexte ne s'y prête pas? Peut-être parce qu'il n'y a pas autant de crimes ou de, je sais pas, d'enquêtes aussi évoluées. Souvent ici, c'est quand vous avez beaucoup d'argent. Non, j'ai peut-être James Hadley Chase. D'accord. Les romans, la série s'appelait Les Chase. J'en ai lu peut-être 3, mais j'ai été frappé à vie. Lui, il est français. Mais tous ces romans, toutes les intrigues se développent aux États-Unis. Il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. C'est un exemple de ce que le roman policier, comme toute œuvre littéraire, est d'abord le fruit de longues recherches. Il regardait les atlas, il s'intéressait à la géographie des États-Unis, il étudiait vraiment le contexte. Donc, sans être capable, sans avoir vécu aux États-Unis, il réussissait à monter des intrigues qui étaient... D'accord. Mais est-ce que vous pensez que mettre en lumière ou mettre en valeur ce genre de romans en Afrique ou au Bénin aussi peut nous apporter quelque chose? Déjà, je ne connais pas pour ce qui est de l'Afrique. J'ai lu au moins 2 auteurs ou bien 2 romans qui traitent qu'on peut traiter de classer dans la rubrique roman policier au Bénin. Meurtre à la Pendjari. Je ne devrais peut-être pas en parler à cause de l'actualité récente. Mais c'est un roman que j'ai lu en 2015. Il a été écrit par Modeste Gansou Wewe. D'ailleurs, prix Plume Dorée à son époque. Voilà, l'actualité faisant. C'est un roman d'une très belle intrigue. Une très belle intrigue. Quand vous lisez, il y a l'effet waouh à la fin. Quand on a découvert l'intrigue, on s'est dit waouh, il a réussi en bateau. Et donc, voilà, il en existe. Maintenant, est-ce qu'on devrait conseiller sa lecture? Je l'ai dit, l'intérêt, d'ailleurs, je l'ai suivi dans le VOS que vous avez. L'intérêt, c'est d'apprendre à l'enfant à raisonner logiquement. D'apprendre à l'enfant de résoudre des énigmes. En fait, c'est ça le roman policier. C'est une invitation à résoudre des énigmes. Et donc, ça développe forcément de l'intelligence. Au niveau des enfants et pourquoi pas au niveau des adultes, comme vous le dites. Merci, Colin Siane, d'avoir accepté notre invitation. Ce sera tout à Siom. Merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Moi, j'ai vraiment pas envie de quitter l'univers. Moi non plus. Mais il faut bien qu'on y aille. Quand on écoute Colin Siane en parler. Ce serait dommage, si vous me permettez, de finir sans rappeler. Je ne suis pas organisateur, je n'appartiens pas à l'événement, mais il y a un festival Pola Bénin qui sera organisé en novembre prochain. Donc, ça veut dire que le roman policier commence à faire son chemin au Bénin. D'accord. Ça, c'est bien. Il faut que j'y sois. Il faut. Je ferai le temps. Il faut le programme. J'irai aussi, certainement. N'est-ce pas? Certainement. On ira ensemble alors. Comme ce soir. Merci à Siom. Merci Jennifer. Merci Yann. À très bientôt. Le grand rendez-vous pratiquement terminé pour le compte de ce soir. Nous allons tout simplement jeter un deuxième coup de regard sur le tableau météo avant de partir. Top.
Ah oui, hein, on était à Diakotomé. Là-bas, comment on les appelle? Diakotomé Vio ou bien je pense que c'est ça, hein, comme on parle aussi de genre de Dogbo-Vio. Ah oui, c'est ça. Hein, pour dire comment ça va, on dit les milieux ou bien Eikwa. Voilà, c'est ça, c'est Eikwa. Allez, ben, ce sera tout hein, pour le compte de ce grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite passer une très très belle soirée, toujours en compagnie des programmes de BE24. Tout à l'heure à 21h00, suivez le forum du jour. À demain 19h pour un autre grand rendez-vous. Ciao.